Alors le Talmud, Shabbat, commenté à 80, excusez-nous. Excusez-moi. Alors, 79a. Cela signifie jusqu'à ce que le débiteur dise « j'ai remboursé la dette » ou « je n'ai pas remboursé la dette ». Si le débiteur dit « j'ai remboursé la dette » dans le billet à ordre et qu'il n'y a aucun témoin pour ratifier le document au tribunal, le document n'a aucune valeur. C'est l'opinion des rabbins qui estiment qu'un document non ratifié ne peut obliger un débiteur à payer. Selon le rabbin Yehuda qui estime qu'un document n'a pas besoin d'être ratifié. La prétention du débiteur selon laquelle il a remboursé la dette n'est pas acceptée, le créancier peut recouvrer sa dette avec le billet à ordre non ratifié. Rava a dit, tout le monde est d'accord sur le fait que lorsqu'un débiteur admet avoir écrit un billet à ordre, le créancier doit le ratifier devant le tribunal. Et ici, c'est sur la question de savoir si l'on rédige ou non un reçu qui ne sont pas d'accord. Le premier Tana tient, on rédige un reçu pour un billet à ordre qui a été remboursé, le débiteur ayant le récépissé en sa possession. Le créancier peut conserver le billet et l'utiliser comme papier. Et Rabbi Yehuda affirme, on n'écrit pas de reçu. Par conséquent, le créancier est tenu de restituer le billet au débiteur immédiatement, après le remboursement de la dette. Il est dans l'intérêt du débiteur de détruire le document et il n'y a aucune raison de le conserver. Rav Ashi a déclaré, le différend concerne un cas où le débiteur a exécuté le billet à ordre dans le domaine public. Rabbi Yehuda a déclaré qu'il est responsable car il a besoin que le document remboursé soit montré à un deuxième créancier comme il lui dit. Écoute, je suis un homme qui rembourse ses dettes. Nous avons appris dans la Mishnah la mesure qui détermine la responsabilité pour la fabrication de peaux d'animaux est équivalente à celle qui est utilisée pour fabriquer une amulette. Rava a soulevé un dilemme devant Rav Naaman. Quant à celui qui s'occupe de cacher des animaux, combien doit-il accomplir le jour du Shabbat pour être responsable? Il lui dit, comme nous l'avons appris dans la Mishnah, la mesure qui détermine la responsabilité pour la fabrication de peaux d'animaux est équivalente à celle qui est utilisée pour fabriquer une amulette. Il a soulevé un autre dilemme. Quant à celui qui bronze cette peau, jusqu'à quel point doit-il bronzer pour être responsable? Il lui dit, ce n'est pas différent, c'est la même mesure. Il a soulevé un autre dilemme quant à celui qui utilise des peaux d'animaux pour les tanner. Quelle quantité doit-il effectuer le jour du Shabbat
pour être responsable. Il lui dit, ce n'est pas différent. Et d'où venez-vous et dites-vous qu'il n'y a aucune différence que la peau que l'on travaille soit tannée ou non, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, en ce qui concerne celui qui blanchit, celui qui peigne, celui qui teint et celui qui file. La mesure de laine pour laquelle on est tenu d'accomplir ces travaux interdits est le double de la largeur totale du distance entre l'index et le majeur. Et la mesure qui détermine la responsabilité de celui qui tisse deux fils est le double de la largeur totale de la distance entre l'index et le majeur. Apparemment, puisque la laine est destinée à la filature, la mesure donc est redevable pour le blanchiment, le peignage et la teinture est égale à la mesure dont on est redevable pour le tissage de ce fil filé. Ici aussi, puisqu'il est destiné au tannage, sa mesure qui détermine la responsabilité pour sa mise dans le domaine public est égale à la mesure qui détermine la responsabilité pour la mise en œuvre des pots tannés. Rava a soulevé un autre dilemme en ce qui concerne celui qui fabrique des peaux d'animaux et n'a pas l'intention de les tanner. Quelle quantité doit-il effectuer le Shabbat pour être responsable? Il lui dit, ce n'est pas différent. Rava a demandé, il n'y a-t-il aucune différence à l'arique entre la fabrication des peaux tannées et la fabrication de peaux qui ne sont pas tannées? Il a opposé une objection basée sur une beretta. Celui qui utilise des herbes trempées dans l'eau est prêt à être utilisé comme colorant et responsable s'il a effectué une mesure équivalente à celle utilisée pour teindre un échantillon de la taille d'un bouchon pour la navette d'un métier à tisser. Tandis que, qu'en ce qui concerne les herbes qui n'ont pas été trempées, nous avons appris dans une Mishnah la mesure qui détermine la responsabilité pour l'enlèvement des coquilles de noix et des écorces de grenade, et pour l'enlèvement des catames et de la garance, qui sont des herbes utilisées comme colorants, est équivalente à celle-là, qui sert à teindre un petit tissu pour couvrir l'ouverture du filet à cheveux d'une femme. Apparemment, la mesure dont elle est responsable pour l'exécution des matières premières est plus grande que la mesure dont on est responsable pour l'exécution des colorants préparés. La Gemara répond, mais n'est-il pas dit à propos de cette Mishnah que Rav Naman a dit que Rabba Bar Avu a dit? Parce qu'une personne ne se donne pas la peine de faire tremper des herbes juste pour teindre un échantillon pour la navette d'un métier à tisser. En règle générale, il n'y a aucune distinction entre les produits finis et non finis. Le cas des colorants est différent, car les gens ne préparent généralement pas de colorants en quantité aussi faible. Par conséquent, même si cette taille est importante en soi, il est exempté de leur réalisation. Il a ajouté, en ce qui concerne les graines des plantes de jardin avant de les semer, nous avons appris dans une Mishnah la mesure qui détermine la responsabilité pour l'envoi des graines de plantes de jardin est inférieure à celle d'un vrac de figues séchées. Rabbi Yehuda ben Betera dit, il est responsable s'il exécute 5 graines. En ce qui concerne le transport des graines après les avoir semées, nous avons appris dans une Mishnah. La mesure qui détermine la responsabilité pour le transport du fumier ou du sable fin est équivalente à celle qui est utilisée pour fertiliser une tige de chou avec, c'est la déclaration du rabbin Akiva. Et les rabbins disent, la mesure qui détermine la responsabilité de son exécution est équivalente à celle qui est utilisée pour fertiliser un poireau. Apparemment, une fois la graine semée, la mesure de responsabilité est une plante. Avant de semer, la mesure est d'au moins 5. La Gemara répond, en règle générale, il n'y a pas de distinction entre un objet qui a été traité et un autre qui ne l'a pas été. Cependant, ce cas est différent. N'a-t-il pas été dit à propos de cet alara qu'il y a une distinction entre celui où l'on est responsable de la réalisation d'une plante et la Mishnah fait référence à un cas où elle est déjà semée. Et cela, on n'est pas responsable que d'en accomplir au moins 5. Et la Mishnah fait référence à un cas où elle n'est pas encore semée. Parce qu'une personne ne se donne pas la peine d'effectuer une seule graine à semer. Il a demandé plus loin. Et concernant l'argile avant la pétrir, cela a été enseigné dans une beretta. Et les rabbins sont d'accord avec Rabbi Shimon concernant celui qui transporte les eaux usées vers le domaine public, que la mesure qui détermine la responsabilité est un quart de bûche. Et nous avons discuté de cette question. À quoi servent les eaux usées? Rabbi Yimeya a dit, on utilise pour pétrir l'argile. Apparemment, la mesure qui détermine la responsabilité pour la matière première et la quantité malaxée avec un quart de bûche d'eau usée pour former de l'argile. Tandis qu'en ce qui concerne l'argile, après qu'on l'ait pétri, il a été enseigné dans une beretta. En ce qui concerne l'argile, la mesure de responsabilité est équivalente à celle qui est utilisée pour faire une ouverture pour que le soufflet soit placé dans un creuset. Qu'est une petite quantité? La Gemara répond, là aussi, c'est comme nous l'avons dit, parce qu'on ne se donne pas la peine de pétrir l'argile juste pour faire une ouverture pour que le soufflet soit placé dans un creuset.
Afin de résoudre le dilemme concernant la mesure qui détermine la responsabilité pour la réalisation d'une peau d'animal le Shabbat, la Gemara déclare, venez entendre une alara que Rabbi Iya Bar Ami a dit au nom du La. Il y a 3 peaux, c'est-à-dire 3 étapes dans le processus de tannage des peaux. Et à chaque étape, elle est connue sous un nom différent, Matzah, et Ifa, et Diphtéra. Matzah, selon son sens ordinaire, sans additifs. Il n'est ni salé, ni traité avec de la farine, ni traité avec des noix de Galles. Et quel est le montant de la mesure qui détermine la responsabilité pour avoir effectué cette dissimulation pendant Shabbat? Rav Shmuel bar Rav Yehuda a enseigné. C'est l'équivalent de celui qui sert à enrouler autour d'un petit pois. Et quelle est la taille de ce petit pois? ABI a déclaré un quart de litre dans le système de poids en usage à Pumbedita. Le Ifa est une peau salée, non traitée avec de la farine, ni traitée avec des noix de Galles. Et quel est le montant de la mesure qui détermine la responsabilité pour avoir effectué cette dissimulation pendant Shabbat? Comme nous l'avons appris dans la Mishnah, la mesure qui détermine la responsabilité pour la fabrication des peaux d'animaux est équivalente à celle qui est utilisée pour fabriquer une amulette. Le diphtéra est une peau salée traitée avec de la farine et non avec des noix de Galles. Et quel est le montant de la mesure qui détermine la responsabilité pour avoir effectué cette dissimulation pendant Shabbat? La mesure qui détermine la responsabilité pour son exécution est équivalente au montant qui est utilisé pour y inscrire un acte de divorce. Quoi qu'il en soit, on a enseigné qu'avant d'être tanné, la mesure de responsabilité est équivalente à celle utilisée pour enrouler un petit pois. Et Abiy a dit, un quart de litre dans le système de poids en usage à Pumbedita, ce n'est pas la même chose que la mesure qui détermine la responsabilité pour une peau tannée, qui est équivalente à celle utilisée pour fabriquer une amulette. La Gemara répond ici, il s'agit d'une peau humide, juste écorchée, qui a été laissée sécher au soleil et qui ne convient que pour être enroulée autour d'un pois. Rabbeinu Hananel. Cependant, pour la fabrication de peau tannée, sa mesure de responsabilité est équivalente à celle qui sert à fabriquer une amulette. La Gemara soulève une autre difficulté. Et n'avons-nous pas appris dans une Mishnah, le vêtement doit mesurer au moins 3 largeurs de main sur 3 pour devenir impur avec l'impureté rituelle conférée par le piétinement. Et le sac en poil de chèvre doit mesurer au moins 4 largeurs de main sur 4. Et la peau de l'animal doit mesurer 5 sur 5 et une natte doit mesurer 6 sur 6. Ce sont les mesures minimales pour devenir une source primaire d'impureté rituelle au moyen à la fois de l'impureté rituelle conférée par le piétinement et par l'impureté rituelle conférée par un cadavre. Et cela a été enseigné dans la Tosefta à propos de cette Mishnah. En ce qui concerne le vêtement, le sac et la peau, comme la mesure de l'impureté rituelle, il en va de même pour la mesure de l'exécution du Shabbat. C'est nettement plus élevé que la mesure de responsabilité citée dans la Mishnah pour avoir pratiqué la dissimulation. La Gemara répond, Tosefta fait référence à la Kortovela, qui est une peau tannée d'une manière qui la rendait impropre à l'écriture ou à l'emballage. Il est utilisé pour couvrir les récipients et autres usages similaires. Rambam. Daf 79b. Nous avons appris dans la Mishnah, la mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution du parchemin est équivalente à celle qui est utilisée pour écrire la partie la plus courte de phylactère. Et la Gemara a soulevé une contradiction par rapport à ce qui a été enseigné. La mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution d'un parchemin et des doxotos est équivalente à celle qui est utilisée pour écrire mezouza dessus. La Gemara demande, quelle est la signification de mezouza dans ce contexte? Cela se désigne les parties de la Torah de la mezouza qui apparaissent également dans les phylactères. La Gemara demande, et les phylactères sont-ils appelés mezouza? La Gemara répond, oui, comme cela a été enseigné dans une beretta. Les sangles des phylactères, lorsqu'elles sont avec les phylactères, rendent les mains rituellement impures, comme c'est le cas à l'égard du contact avec tout texte sacré. Lorsqu'ils sont seuls, ils ne rendent pas leurs mains rituellement impures. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon, celui qui touche la sangle des phylactères reste rituellement pur, même si elle est attachée aux phylactères, à moins qu'il ne touche la boîte même des phylactères. Rabbi Zacharie dit au nom de Rabbi Shimon, on reste rituellement pur jusqu'à ce qu'on touche la mezouza elle-même. Apparemment, les portions de la Torah contenues dans les phylactères sont appelées mezouza. La Gemara demande, et du fait que la dernière clause de la Mishnah enseigne la mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution du parchemin est équivalent à celle qui est utilisée pour écrire la partie la plus courte dans les phylactères, qui est la partie du schéma Israël. Par déduction, dans la première clause de la Mishnah, nous avons affaire à une mezouza elle-même. Voici plutôt ce qu'il enseigne en ce qui concerne les parchemins et les doxotos,
Quel est le montant de la mesure qui détermine la responsabilité pour leur exécution? La mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution des doxotos est équivalente à celle qu'on utilise pour écrire une mezouza. La mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution du parchemin est équivalente à celle qu'on utilise pour écrire le passage le plus court qui soit dans les phylactères, qui est Shema Israël. Rav a dit: Doxotos a le même statut juridique que le parchemin, tout comme on peut écrire les parties des phylactères sur parchemin. De même, on peut écrire les parties des phylactères sur Doxotos. La Gemara demande: nous avons appris dans la Mishnah, la mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution du parchemin est équivalent à celle qui est utilisée pour écrire la partie la plus courte des phylactères, qui est la partie du schéma Israël. Par déduction, parchemin, oui, les portions des phylactères peuvent être écrites dessus. Doxotos, non, les portions des phylactères ne peuvent pas y être écrites. La Gemara répond: cela n'est pas une preuve, car la Mishnah fait référence à la manière optimale d'accomplir la mitzvah, c'est-à-dire d'écrire les portions des phylactères sur du parchemin. Cependant, on accomplit la mitzvah en écrivant également sur Doxotos. Venez entendre ce qui a été enseigné dans une Beretta. C'est une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï, selon laquelle les portions des phylactères sont écrites sur du parchemin et une mezouza est écrite sur des Doxotos. Lorsqu'on écrit sur du parchemin, on écrit du côté de la peau, qui fait face à la chair. Sur Doxotos, on écrit sur le côté de la peau sur lequel il y avait des poils. Cela contredit l'opinion de Rav, qui disait que les phylactères pouvaient être écrits sur les Doxotos. La Gemara répond: la Beretta fait également référence à la manière optimale d'accomplir la mitzvah. La Gemara demande: et n'a-t-il pas été enseigné dans la Beretta que si l'on déviait et écrivait sur autre chose, cela n'était pas valide, indiquant que les parties des phylactères ne pouvaient pas être écrites sur autre chose que du parchemin? La Gemara rejette cela. Cette Beretta fait référence à une mezouza, qui n'est pas valide si elle est écrite sur parchemin. La Gemara demande: mais n'a-t-elle pas été enseignée dans une Beretta différente? Si on déviait en ceci les phylactères et en cela la mezouza, cela n'est pas valide? La Gemara rejette ceci. Ceci et cela font référence à une mezouza et cette invalidation supplémentaire se produit dans le cas où l'on s'écarte et l'écrit sur parchemin du côté qui fait face aux cheveux. Ou, alternativement, où a été dévié et l'a écrit sur Doxotos du côté qui faisait face à la chair. Et si vous le souhaitez, dites plutôt: en fait, ceci et cela font référence à des phylactères et une mezouza. Cependant, la halakha concernant le cas où l'on a dévié dans ceci et cela est sujette à une dispute ta'anique, comme il a été enseigné dans une Beretta. Si l'on a dévié dans ceci et cela est invalide. Rabbi A, le juge valable au nom de Rabbi A bar Hanina, et certains disent au nom de Rabbi Yaakov, fils de Rabbi Hanina. Rav Baba a dit sa déclaration conformément à l'opinion du Tana de l'école de Ménaché, comme cela a été enseigné à l'école de Ménaché. Si on l'écrit sur du papier ou sur un tissu, cela n'est pas valide. Cependant, si l'on écrit sur du parchemin ou sur une peau traitée avec des noix de gale, guéville, ou sur du Doxotos, il est valable. La Gemara précise: s'il a écrit quoi? Si vous dites qu'il s'agit d'une mezouza et qu'on écrit une mezouza sur du parchemin, ne fait-il pas plutôt référence aux phylactères? Apparemment, comme l'a dit Rav, il y a des sages qui estiment que les parties des phylactères peuvent être écrites sur des Doxotos. La Gemara jette cela. Et selon votre raisonnement, écrivons-nous des phylactères sur le Gévil? Cette Beretta était plutôt enseignée à propos d'un rouleau de la Torah. La Gemara, comment disons, ce qui suit soutient l'opinion de Rav. De même, les phylactères qui sont devenus en lambeaux et un rouleau de Torah qui est en lambeaux. On ne peut pas en faire une mezouza malgré le fait que des portions identiques de la Torah apparaissent dans les trois. Ceci est interdit car on ne passe pas d'un niveau de plus grande sainteté, c'est-à-dire un rouleau de la Torah ou des phylactères, à un niveau de moindre sainteté, c'est-à-dire une mezouza. La Gemara en déduit. La raison pour laquelle on ne peut pas le faire est parce qu'on ne rétrograde pas. Cependant, si la halakha était que l'on déclasse, on ferait mezouza à partir des phylactères. La Gemara précise sur quelle est écrit la partie des phylactères. N'est-ce pas écrit sur du Doxotos? Cela confirme l'opinion de Rav. La Gemara répond non. La partie des phylactères est écrite sur du parchemin. La Gemara demande: si oui, comment pourrait-on en faire une mezouza? Est-ce qu'on écrit une mezouza sur du parchemin? La Gemara répond oui. Comme cela a été enseigné dans une Beretta, si on écrit une mezouza sur parchemin ou sur du papier ou sur un tissu, elle n'est pas valide. Rabbi Shimon ben Elazar a dit: Rabbi Meir l'écrirait sur parchemin car il est ainsi mieux conservé. Apparemment, même une mezouza peut être écrite sur du parchemin, il n'y a aucune preuve de la Beretta précédente. En réaction à la Beretta précédente, la Gemara commente: maintenant que vous êtes parvenu à cette opinion selon laquelle une mezouza peut être écrite à la fois sur des Doxotos et sur du parchemin, selon Rav, ne dites pas non plus
doxotos a le même statut juridique que le parchemin en ce qui concerne les phylactères. Dit plutôt, le parchemin a le même statut juridique que le doxotos. Tout comme sur doxotos, on peut écrire mezouza. De même, sur parchemin, on peut écrire mezouza conformément à l'avis de Rabbi Meir. Nous avons appris dans la Mishnah, la mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution de l'encre est équivalente à celle qui est utilisée pour écrire 2 lettres. Donc on continuera demain pour le DAF 80. Merci beaucoup, bonne soirée. Donc partagez en masse, diffusez, mettez un like, un commentaire pour qu'il soit référencé. Merci. Toda Rabba et Shavua Tov à tous et toutes.